Le professeur Robert Mbingabila, ministre des Affaires foncières, a pris part personnellement à la mise en place de la délégation syndicale de son administration au sein du secrétariat général des Affaires foncières. Un moment agrémenté par plusieurs émotions. Des délégués syndicaux élus démocratiquement par la voie des urnes s'attellent déjà à leurs tâches qui leur sont incombées. Dans ce monde de circonstances, le ministre des tutelles rassure. Et à son tour, le président de cette délégation n'a pas manqué à épingler le défi à relever. Mais je suis heureux qu'il y ait d'abord une délégation syndicale qui soit issue d'un processus électoral, n'est-ce pas? Et donc ils sont les représentants de leurs collègues, agents et cadres de l'administration, et ils seront, comme je l'ai dit, nos partenaires par rapport à la défense des intérêts des agents et cadres de l'administration, dans le strict respect effectivement à la fois du statut des agents de la fonction publique et du code d'éthique de l'agent public. Non, mais ce sont des problèmes quotidiens que nous vivons dans l'administration. Ce sont les mêmes que j'ai, par exemple, sur les dénuements en termes d'équipement, en termes d'installation et tout ça. Ce sont ces mêmes problèmes que nous avons eu à soulever dans nos visites d'inspection. Soulever les problèmes, c'est une chose, mais le plus important, c'est d'essayer d'apporter des réponses à ces différents problèmes. Mes impressions ne peuvent être que positives par rapport à l'honneur que vient de nous rendre son Excellence, Monsieur le Ministre. Parce qu'à un certain moment, depuis que nous avons été élus, il fallait beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de mois. Mais aujourd'hui, un bon père de famille, il a pensé à remettre les choses sur les rails. Et aujourd'hui, nous pouvons déjà, après avoir été installés, nous battre comme les autres, envie de redorer les blasons ternis de notre ministère. Nous sommes là pour les soutenir et puis soutenir aussi les actions des agents. C'est ce matin à 10h que nous avons été informés, Excellence, de votre visite. Et les directeurs étaient au courant et ils vous attendaient. Et voilà, vous voilà venir. Nous vous recevons dans ce cadre de l'immeuble Nsinga. Vous connaissez les problèmes. Vous êtes squatteur. Voilà, tout à fait. Et nous attendons que l'État nous vienne en aide pour que nous puissions attraper un immeuble qui nous appartiendrait pour permettre à ce que nous puissions exercer nos devoirs et obligations de l'administration convenable. Dans tous les cas, on avait fait des émissions de reporters dans les 6 circonscriptions de la ville de Kinshasa. Et il fallait donc clôturer par le secrétariat général. Nous allons visiter les quelques directions, les 10 directions. Nous avons 10 directions que nous assurons la coordination. Et ensuite, nous irons dans la grande salle des 100 pour votre point de presse et clôturer cette tournée que vous avez déjà commencée. Voilà, Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes chez le directeur chef des services de bien 100 mètres. Afin de passer à l'IMT, vous aviez posé la question de savoir si est-ce qu'un bien peut être 100 mètres. Je pense qu'on a développé toute une compréhension avec les uns et les autres. Et voilà, nous nous retrouvons dans cette direction où Madame Sinjidi assume les responsabilités. Nous allons d'ailleurs avoir un dossier sur ces biens 100 mètres. Et comme je l'ai dit la fois dernière, toujours vers l'IMT, soit dans la circonscription du Moamba, j'ai été saisi aujourd'hui par des gens qui est une société d'État. C'est l'ancienne sucrerie de l'Ortokila qui revendique la propriété d'une concession qui malheureusement avait été déclarée bien 100 mètres par l'un de nos prédécesseurs. Concession comme bien 100 mètres était réunie ou pas, sinon il faut revenir sur cet arrêté-là. Ah. Voilà. On peut considérer que c'est vraiment
la gestion de tous les secrets du patrimoine foncier que nous avons en République démocratique du Congo. Tout est centralisé ici, province comme la ville de Kinshasa. Les données sont ici, les données archaïques, vous le voyez, nous sommes encore avec la méthode manuelle. Nous continuons à gérer avec la FARC, avec l'écriture, le papier, l'encre. Voilà. Alors que nous sommes déjà à la période de modernisation, nous devrions avoir un système d'informatique et nous vous louons déjà parce que nous venions de signer, nous venions peut-être de mettre sous le marché d'adjudication disons le budget disposé pour recevoir des matériels d'informatique. Voilà. Et là, nous pensons que si l'État nous accorde ça, ça sera une bonne chose de recommencer les activités pour informatiser les systèmes de gestion. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter, ce magazine d'information et de la communication de la radio-télévision nationale congolaise qui est un appui au ministère des Affaires foncières dans le cadre de la réforme foncière. Eh bien, chaque jour, on exploite des sites à travers la ville de Kinshasa, mais aussi en province. Aujourd'hui, nous sommes au secrétariat général des affaires foncières, bien sûr avec le même invité, son Excellence, le professeur Robert Bouingabila, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Excellence, d'abord, la première question est de savoir quelles sont les attributions de cette administration-ci. En réalité, l'administration des affaires foncières est celle qui met en application la politique nationale des affaires foncières et qui, par délégation du ministre, est sur terrain en tant que circonscription foncière, mais ici, le secrétariat général, c'est en réalité l'administration centrale, c'est-à-dire en réalité celle qui n'est pas dispatchée dans les provinces et dans les circonscriptions foncières, et celle qui travaille, je veux dire, directement avec le ministère en tant que cabinet et le ministre en tant que patron du ministère. Donc, elle n'a pas d'autre compétence que celle dévolue à l'administration des affaires foncières dans le cadre de la mise en œuvre et de la réalisation de la politique, sur terrain évidemment, de la politique nationale du foncier. Excellence, on va sur terrain. Aujourd'hui, on va parler de notre thème. Donc, ma deuxième question était celle de savoir comment acquiert-on un terrain ou une concession non bâtie en milieu rural. Très bien. Je pense que c'est une question extrêmement importante. Je voudrais d'abord commencer par repréciser ce qu'est le milieu rural dans notre pays. Le milieu rural, de façon, comment je vais dire, synthétique, c'est tout ce qui n'est pas en ville. Mais ça veut dire c'est pratiquement les 90 à 95% du territoire national. C'est 80% à peu près de nos populations qui habitent, qui vivent en milieu rural. Et ce milieu rural, par rapport au ministère des Affaires foncières, comprend effectivement donc toutes les terres qui ne sont pas des terres catégorisées comme étant des terres relevant du milieu urbain, c'est-à-dire des villes. Dans ces milieux ruraux, nous avons nos populations qui y vivent. Et ces populations y vivent en ayant leur habitat et en exerçant différentes activités qui sont des activités de survie. L'agriculture, la pêche, l'élevage, la chasse, y compris effectivement l'organisation des activités commerciales, des échanges, parce qu'on a des petits marchés, soit dans le village, soit dans un village qui est le marché
un ensemble de villages. Donc, ces populations, que nous appelons les communautés locales, disposent des terres en milieu rural. C'est la première chose que je voudrais bien souligner, c'est que ces terres-là, qui sont occupées par les communautés locales, et occupées, ça veut dire les terres sur lesquelles ils font toutes leurs activités, ces terres-là sont des terres sur lesquelles ces populations, ces communautés locales jouissent de droits acquis au terme de la loi foncière. Ça veut dire qu'en réalité, nous devons protéger ces terres. Elles doivent être en permanence à la disposition de ces communautés locales. Elles ne doivent donc pas faire l'objet des concessions. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Il s'est fait malheureusement que très souvent, on a des situations où, par exemple, les anciennes sociétés coloniales, agricoles ou agro-industrielles, ont obtenu des concessions qui ont englobé les terres qui sont celles des communautés locales. Aujourd'hui, nous avons un type de conflit qui est celui qui concerne justement le fait que des sociétés ont des concessions qui ont malheureusement englobé, empiété, si vous voulez, sur les terres des communautés locales. Donc je voudrais bien préciser que sur ces terres-là, nous n'avons pas de concession à pouvoir faire, c'est-à-dire de pouvoir céder les droits de jouissance à des personnes autres que les communautés locales. Maintenant, sur toutes les autres terres, celles qui ne sont pas des terres relevant du droit de jouissance des communautés locales, effectivement, nous pouvons faire des attributions. Je répète que l'État congolais ne vend pas la terre, n'est-ce pas? L'État congolais concède, donc accorde de droits de jouissance pour différentes destinations. Il est important de bien souligner le fait qu'avant de pouvoir accorder une concession sur les terres rurales, à la suite d'une demande de terre qui est formulée par un opérateur qui peut être un individu, comme il peut être une société, une institution, une ONG, ou je ne sais pas, il faut que nous soyons convaincus de la disponibilité de cette terre. Ça veut dire que nous devons mener des enquêtes pour nous assurer qu'elle n'a pas déjà été concédée à quelqu'un d'autre. Nous devons mener des enquêtes que nous appelons des enquêtes de vacances. C'est ça qui nous permet de nous assurer que nous n'allons pas créer des conflits parce que nous allons faire un contrat, que ce soit un contrat d'occupation, un contrat de location, qui va se superposer sur un autre. Donc il est indispensable, parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que les gens décident de prendre de concessions foncières en milieu rural sans pouvoir au préalable faire mener ces enquêtes de vacances qui doivent nous permettre de nous assurer que nous n'allons pas délivrer un titre qui va se superposer sur un autre titre. Deuxième problème, je pense qu'il faut souligner par rapport à ces terres rurales, c'est l'interférence des différents ministères. Lorsque le ministère des Mines, par l'intermédiaire du cadastre minier, délivre des carrés miniers, en réalité, ils sont en train de distribuer de la terre. Or, il se fait que la plupart du temps, ces terres qu'on distribue ainsi ne sont pas justement des terres vacantes, dans la mesure où très souvent, ce sont des terres sur lesquelles nos fameuses communautés locales font leurs activités. Parfois même, on intègre dans des carrières miniers des villages entiers, n'est-ce pas? Nous avons eu des cas où il a fallu déménager des villages. Ça, ce sont des problèmes que nous ne pouvons pas continuer de laisser se présenter sans qu'on prenne des mesures. Voilà pourquoi, dans le cadre de la réforme foncière, nous avons souhaité
et obtenu déjà l'accord de la hiérarchie pour que nous puissions avoir dans la gouvernance foncière, dans la gestion foncière, un cadre de concertation, un cadre d'harmonisation entre le ministère des Affaires foncières et les autres ministères qui interfèrent dans la gestion de la terre. C'est le ministère de Mines, c'est le ministère des Hydrocarbures, le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, le ministère de l'Agriculture et même le ministère de l'Urbanisme et Habitat. N'est-ce pas? Nous devons avoir un cadre dans lequel nous devons nous concerter pour éviter justement que les distributions des terres qu'ils font et qui sont de leurs compétences, parce qu'il leur revient chacun en ce qui les concerne de pouvoir par exemple autoriser la prospection et puis l'exploitation pétrolière. Il leur revient de pouvoir autoriser l'exploration et puis l'exploitation minière. Il leur revient également de pouvoir autoriser l'exploitation agricole, et ainsi de suite. Donc c'est dans leurs compétences. Mais ces compétences viennent interférer sur les nôtres en tant que ministère des Affaires foncières. Et donc pour éviter la situation que nous avons aujourd'hui, où on a des superpositions de concessions, de titres, et où on établit une hiérarchie entre les droits, ce qui est juridiquement inacceptable, nous devons effectivement avoir, dans le cadre de la réforme, cette fameuse concertation pour que les décisions que prennent les uns et les autres ne débouchent pas sur des expropriations des terres qui sont des terres d'exploitation ou par les communautés locales, et que nous ne soyons pas tout le temps en fait en train de nous retrouver en train de déménager nos villages ou de pouvoir dire ben, écoutez, notre concession arrive jusqu'à tel niveau. Vous savez, dans les campagnes par exemple, les installations hygiéniques, ce n'est pas à l'intérieur de la maison comme en ville, il faut le faire derrière la maison. Or il arrive que des concessions agro-industrielles ou agro-pastorales arrivent jusque derrière les maisons. Et on vous dit 2 mètres plus loin, vous ne pouvez pas entrer parce que c'est déjà la concession de telle ou telle société. Nous devons arrêter avec ce genre de situation. Donc je pense que d'abord, il faut continuer de confirmer que pour acquérir une concession, qu'elle soit en terre, disons, en milieu rural ou en milieu urbain, c'est essentiellement auprès de l'administration des affaires foncières qu'il faut s'adresser. Il faut que nos concitoyens comprennent que aller vers la petite territoriale, le chef de village ou je ne sais pas, le chef de groupement ou l'autorité, c'est pas cela, n'est-ce pas? La gestion de la terre relève de la compétence du ministère des Affaires foncières et du ministère des Affaires foncières seul. Et donc, c'est auprès de l'administration foncière qu'il faut s'adresser. Demande de terre, on va faire mener les enquêtes de vacances et lorsque rien ne s'y oppose, eh bien, on fera le contrat de concession qui vous permettra de pouvoir disposer de droits de jouissance sur cette terre. Excellence, question de l'heure exige. Vous étiez dernièrement à Bukangalozo avec le chef de l'État. Ce que je voudrais savoir est que est-ce que cette concession agro-industrielle a déjà un titre de propriété ou s'il y a des gens qui sont à l'extérieur du pays, qui veulent venir investir par exemple dans l'agriculture, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir un titre de propriété pour une concession agro-industrielle comme celle-là? Bien, le parc agro-industriel de Bukangalozo, c'est, je veux dire, c'est le projet pilote qui est réalisé dans le cadre d'une politique du gouvernement qui consiste effectivement à pouvoir essaimer à travers l'ensemble du territoire des parcs agro-industriels. Ces parcs, comme on l'a dit à Bukangalozo, c'est pas des fermes, n'est-ce pas? Parce que on a à la fois les activités de production agricole, mais on a également les activités de transformation de ces produits agricoles, n'est-ce pas, qui sortent de cultures qui sont faites sur l'espace du parc agro-industriel, celui de Bukangalozo, je crois, à 80 000 hectares, n'est-ce pas, sur lesquels, par exemple, les premiers
premières cultures qui vont être faites à partir de septembre, c'est 10 000 hectares de maïs. Comprenez bien que, étant donné toutes les études qui ont été faites, on a dû déterminer quel est l'espace foncier sur lequel, par exemple, il faut aller faire la culture de maïs, parce que là, la terre est propice, parce que la terre a les éléments qui permettent effectivement de pouvoir faire une culture de maïs. Eh bien, une fois qu'on aura récolté la production de ces 10 000 hectares de maïs, c'est clair qu'il faudra pouvoir les transformer, faire un peu notre foufou habituel pour vendre, donner de la valeur ajoutée et créer des emplois à partir de ça. Oui, il existe un titre de propriété par rapport au parc agro-industriel de Boukangalonzo, simplement comme arrêté portant création de ces parcs, n'est-ce pas? Le titre de propriété en tant que tel viendra, mais compte tenu de la superficie, 80 000 hectares, il faudrait que ce soit approuvé par une loi qui sera votée au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de la République nous a instruit de ne pas introduire un projet de loi individuel. Il faudrait que nous ayons la situation globale sur l'ensemble du territoire, définir, identifier tous les sites qui vont abriter les parcs agro-industriels, définir les superficies de chacun de ces parcs agro-industriels et faire un dossier global que nous allons transmettre en ce moment, d'abord après adoption au Conseil des ministres, que nous allons transmettre au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une loi, n'est-ce pas, qui puisse effectivement consacrer les titres de propriété de ces différents parcs agro-industriels. Et je précise, puisque la question est à l'ordre du jour, les titres de propriété ne sont pas accordés aux opérateurs qui viennent investir dans l'espace du parc agro-industriel. Parce qu'il y aura des gens qui viendront, qui vont faire de l'agriculture. D'autres qui vont faire, par exemple, simplement des usines pour la transformation. Et donc, on ne leur donne pas des titres de propriété, contrairement à ce qui se raconte. Le titre de propriété, en ce qui concerne le parc agro-industriel, est un titre de propriété qui est mis à la disposition du ministère de l'Agriculture. Donc, il est hors de question de dire, comme on l'affirme, comme je l'entends maintenant, non, on est en train de vendre 40% ou 50% des terres arables du Congo à des étrangers. Il n'y en a aucun, à ma connaissance, à qui nous avons délivré un titre de propriété. Et en parlant de ça, c'est aussi une question de l'heure. Donc, tout le monde a entendu la déclaration de l'ancien vice-président des États-Unis, M. Al Gore, qui déclare que l'État congolais a vendu près de 48 à 50% des terres arables. Je pense que vous êtes visé. Aujourd'hui, ce n'est pas le président de la République qui va aller répondre. Donc, vous, en tant que ministre des Affaires foncières, qu'en dites-vous? Bon, d'abord, si l'État congolais doit vendre, ça veut dire qu'il viole la loi. N'est-ce pas? Parce que, rappelez-vous que la terre est une propriété exclusive, inaliénable, donc on ne peut pas vendre, et imprescriptible, n'est-ce pas, de l'État congolais. Donc, déjà, je m'inscris en faux quant à l'affirmation d'avoir vendu, parce que l'État congolais ne vend pas la terre. Elle doit rester éternellement sa propriété. Si vous vendez, ça veut dire que vous renoncez au droit de propriété sur la partie de la terre que vous auriez vendue. Donc je voudrais dire au vice-président Al Gore, non, les informations qu'il a eues sont des informations erronées. L'État congolais ne vend pas. Et si l'État congolais doit vendre, serait le ministère des Affaires foncières, dont je suis le titulaire aujourd'hui, qui devrait pouvoir le faire. Et je peux lui dire, depuis 2012 que nous sommes aux affaires, il n'y a aucun expatrié qui est venu nous voir et qui nous a demandé vendez-moi tel espace en contrepartie de quoi. Donc c'est faux et archi faux. Nous avons au Congo, si mes souvenirs sont bons, plus ou moins 80 millions d'hectares de terres arables. Sur les 80 millions d'hectares de terres arables, même pas 5% sont aujourd'hui exploités. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous avons encore des espaces énormes. Ceux qui ont été avec
nous, à Boukangalonzo, ont vu par exemple que tout le long de la route vers Bandundu là-bas, partez pour prendre les espaces qui sont sans relief, partez du pont Maïndombe, une fois que vous avez terminé la montée, vous commencez le village. Sur, je ne sais pas, à partir de là jusqu'à Boukangalonzo par exemple, c'est à peu près 180 km de terre inoccupée. N'est-ce pas? Vous avez partout des espaces énormes de deux côtés de la route et vous ne trouvez même pas une plantation quelque part. Donc on ne peut pas dire que nous sommes en train de vendre la terre. Non, pas du tout. Évidemment, puisque nous avons 80 millions de terres arables, dont moins de 5% sont mises en valeur, eh bien, qu'est-ce que nous souhaitons? Que des investisseurs viennent, n'est-ce pas? Dans les domaines agricoles, dans les domaines de l'habitat, dans les domaines agro-industriels, qu'ils viennent et nous mettrons à leur disposition les terres dont ils ont besoin pour réaliser leurs investissements. Mais, comme je l'ai dit, ils auront des contrats, des concessions, n'est-ce pas? Peut-être des amphithéoses de 25 ans renouvelables et ils pourront faire leurs activités, mais la terre, jamais, jamais la terre congolaise ne leur appartiendra. Et donc, je voudrais vraiment m'inscrire en faux contre les déclarations et les écrits qui sont ceux du vice-président Al Gore. Il a sûrement été très mal informé et il aurait été bien indiqué pour lui de prendre les informations à la source, de savoir qu'est-ce qui se passe chez vous là au Congo. On apprend qu'après la ruée minière et la ruée pétrolière, maintenant c'est la ruée sur la terre. Je voudrais bien savoir de quels étrangers il parle. En tout cas, ceux qui sont à Boukangalonzo, qui sont les opérateurs à Boukangalonzo, ne sont pas propriétaires de la terre. Ceux qui seront dans tous les parcs agro-industriels ne les seront pas non plus. Nous sommes d'ailleurs en train de revenir sur notamment les concessions qui ont été accordées dans l'Ancien Régime, notamment pendant la période coloniale, pour récupérer celles des terres qui appartiennent aux communautés locales et qui n'auraient jamais dû être intégrées dans les concessions de ces sociétés. Excellence, nous allons commencer par les questions de nos téléspectateurs. Il y a un téléspectateur de Ndjili qui veut savoir si au niveau de Ndjili Sainte-Thérèse, on a recommencé à vendre des parcelles. Parce que dernièrement, on avait cassé sa parcelle. Et depuis que je suis aux affaires, nous avons une instruction de la haute hiérarchie qui nous a demandé de ne pas procéder à la création de lotissements. Et on n'en a pas créé depuis lors. Donc, si on a démoli les constructions anarchiques qu'il y avait en Ndjili Sainte-Thérèse, c'est bien parce que justement, ce n'est pas un lotissement qui a été créé. Si des gens s'entêtent pour reprendre les constructions, malheureusement, les tracteurs de l'hôtel de ville et du gouvernement repasseront pour leur dire qu'il n'est pas question de pouvoir faire des constructions là-dessus. Donc il ne faut pas que notre concitoyen puisse se faire escroquer en allant donner de l'argent je ne sais à qui. L'administration foncière, la circonscription foncière de la Tchangou, il peut aller s'informer là-bas, on lui dira qu'il n'y a aucun lotissement qui a été fait à ce niveau-là. Excellence, Monsieur Égide, fonctionnaire au ministère de l'Environnement, veut savoir le site de Pingi Pingi entre Kinkole et Ngandayala est-il déjà loti? Et puis demande si il peut acquérir une portion et construire, et quel est le sort éventuel de ceux qui ont déjà construit. Si je comprends bien, c'est entre Kibomango, n'est-ce pas, et Ngandayala. Mais je pense qu'il doit avoir vu que l'année dernière, je n'ai plus précisément en tête le mois, mais que non seulement le gouverneur de la ville, André Kimbuta, et moi-même, et notre collègue Kasweshi de l'urbanisme et habitat, à la demande de la haute hiérarchie, nous sommes allés sur ces sites-là, et la suite a été que ceux qui avaient essayé de construire, eh bien, ont vu leur construction démolie. Pourquoi? Nous avons à Kibomango, c'est un domaine militaire. C'est un champ de tir. Donc nous ne pouvons pas
mettre la vie de nos concitoyens sous les dangers de la présence de obus et de... Rappelez-vous ce qui s'est passé à Brazzaville, n'est-ce pas? À Brazzaville, explosion dans... au niveau de munitions, n'est-ce pas? Et ça fait 2000 morts, n'est-ce pas? Brazzaville, c'est 1/10 ou 1/20 de la population de Kinshasa. Si nous concentrons la population autour des camps et des domaines militaires, il est évident que lorsqu'il y a un risque comme celui-là qui se produit, nous, on ne comptera pas en termes de 2000 morts, ce sera des dizaines et des milliers de morts. Nous ne pouvons pas prendre ces risques-là. Donc il n'y a aucun lotissement, je voudrais dire à notre concitoyen Egide, il n'y a aucun lotissement qui est fait entre les domaines militaires de Kibomango et le Ngandaya, c'est ça, le Ngandaya. Il n'y a pas... Et s'il y a des gens qui s'entêtent et qui veulent toujours construire, malheureusement, ils mettent de l'argent au feu parce que les tracteurs repasseront par là. Excellence, merci beaucoup. Chaque chose a un début et une fin. C'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier toute mon équipe technique de la radio-télévision nationale congolaise ainsi que l'administration foncière, précisément Mme Madeleine Vabinyanga du ministère des Affaires foncières. On se dit au revoir, à bientôt pour un nouveau numéro.